Voilà. Astama, je voudrais qu'on baisse totalement l'éclairage et qu'on laisse vraiment une petite chose ici. On ferme les portes, si possible là-bas au fond. Parce que je vais vous emmener dans un petit voyage à travers le temps, à travers l'espace, à travers l'histoire, à travers la géographie. Et on va faire une petite balade pour essayer de cibler l'endroit vers lequel on veut tous aller. On va parler de ville, on va parler d'anthropologie, de sociologie, de chimie, d'économie. Vous allez voir, en 30 minutes, ça va être un énorme condensat. Mais à partir de ça, l'idée, c'est de se dire d'où on vient et quel chemin on trace pour y aller. Je voudrais remercier, avant de parler de Belux, l'université de Tizi Ouzou pour, j'allais dire, m'avoir fourni une bonne partie des ressources humaines de notre atelier que je vais présenter. On recrute beaucoup à Tizi Ouzou, je ne sais pas pourquoi, je ne saurais pas le dire ou j'ai pas envie de le dire. Et donc cette présentation qui va durer une trentaine de minutes, elle va être sectionnée en petits morceaux. Vous aurez l'impression à un moment donné que les choses ne sont pas reliées et petit à petit, voilà, l'idée c'est que vers la fin de cette communication, je pense qu'on va éclaircir au moins un certain nombre de questionnements. Ce que j'attends, moi, de ce phénomène de partage, c'est qu'en sortant de là, vous ne vous posiez plus des questions, mais que vous ayez des questionnements, c'est-à-dire des débuts de réponse. On dit qu'une question bien posée contient la moitié de la réponse. Donc on va apprendre à se reposer les questions et savoir qu'est-ce qui est essentiel dans cette question qui est la ville. Belux, je les accompagne avec une très très grande sincérité, déjà depuis quelques années maintenant. On avait commencé à Paris et puis là, cette entreprise privée qui est en train de faire le tour d'Algérie pour parler d'un domaine qui lui est connexe, celui de la ville, puisqu'elle intervient elle-même, sur l'espace urbain et sur la définition de la ville, en association avec le CRASC, les universités, etc. Donc cette intervention, elle va être en plusieurs parties. Dans un premier temps, pour introduire un petit peu et puis pour me mettre à l'aise dans ce théâtre qui porte un nom quand même assez symbolique, vous regardez ici à l'écran une partie du travail du studio. Nous sommes un studio d'architectes à Alger qui bouge en taille, il passe de 10 à 20, il passe de 20 à 50. On a décidé de ne pas avoir d'ingénieur à l'intérieur du corps pour laisser un véritable corps de création. Hein. C'est un studio d'architecte, c'est pas un cabinet comme un cabinet de notaire ou un cabinet d'avocat avec beaucoup de complexité. Nous, on s'est vraiment spécialisé dans la conception et voilà, plutôt, on va dire, dans l'intelligence que dans l'application ou que dans la technique. Donc, nous sommes sur Alger, nous dessinons à partir d'Alger. Moi, je travaille beaucoup aussi en expertise, notamment avec les Nations Unies pour l'Union africaine, où on est un groupe d'experts qu'on réunit assez régulièrement, on est une vingtaine, et on nous donne à réfléchir à des grands sujets, hein, comme les grandes transhumances, les grands déplacements qui se passent en Afrique. Ça se compte en millions de personnes. Ce que nous avons vécu, nous, à l'indépendance du pays, c'est-à-dire l'exode rural, est un phénomène qui est en train de devenir quelque chose de mondial. Et donc on se pose des questions sur le partage de l'eau, très important, sur le partage du feu, sur la notion de frontière, la notion d'espace culturel, donc sur la terre. Donc finalement, on revient à des éléments essentiels, sur l'humain. Et donc c'est 35 années d'exercice, d'expérience, même si je suis vraiment un cabinard à la base. Hein. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien l'odeur du ciment, l'odeur de la chape, des chantiers, de l'étanchéité, voilà. Mais il reste que 35 années, beaucoup de voyages, beaucoup de conférences données dans une trentaine de pays, dans beaucoup d'universités, mais aussi pour la société civile, parfois dans des collèges, parfois dans des lycées. Donc ce besoin de transmission, il me vient du besoin d'arriver à fixer quelques certitudes parce que je reste quand même rempli de doutes. On part du principe dans cet atelier que
il ne faut jamais poser l'esthétique comme un a priori quand on produit de l'architecture ou quand on cherche à produire de la ville. Si un pâtissier vous disait « j'ai envie d'inventer un gâteau mais je veux qu'il soit bon », vous allez comprendre que ce n'est pas un bon pâtissier, puisque d'office, il faudrait que le gâteau il soit goûteux, crémeux, qu'il soit bon à l'appréciation. Et donc l'architecture, c'est pareil. Si vous commencez par dire « je veux dessiner un bâtiment qui soit beau », c'est que tu n'as rien compris, parce que ce n'est pas un bâtiment qu'on te demande de dessiner, ton rôle n'est pas là réellement. Ton rôle, c'est de produire du vide, c'est d'inventer le vide dans lequel nous nous mouvons. Et puis ce vide, on vient le remplir avec des formes, des matières, mais aussi avec un certain nombre de choses qui sont invisibles. Les matières, elles ont toute une radiosité. La couleur, on apprécie bien, on apprécie mal. Et finalement, on se rend compte que tout est perception. Et nous créons ce vide intelligent, ce vide que nous allons remplir de sens. Et donc ça, c'est vraiment notre première règle, ne jamais installer l'esthétique comme un a priori. La deuxième, qui est une définition qu'on a propre chez Studio Art, moi je dis souvent l'architecture c'est un mur de contraintes qui est couvert de poésie. En fait c'est vraiment un mur de contraintes. Si vous commencez par vous dire on me pose un sujet, peu importe qu'est-ce que c'est le sujet, dessiner un quartier ou dessiner un meuble, je dois poser d'abord toutes les contraintes. Ces contraintes elles peuvent être d'ordre physique, la nature du terrain, sa forme, sa portance, je ne sais pas, son inclinaison, etc. Elles peuvent être d'ordre réglementaire. Quels sont mes droits à construire sur telle ou telle parcelle? Elles peuvent être d'ordre financier. Qu'est-ce que le promoteur du projet va mettre sur la table pour qu'on puisse calibrer un peu la qualité, les délais, les coûts, etc. Elles peuvent être d'ordre culturel. Je ne dessinerai pas la même maison à Oslo, à Alger et à Ardaya. Et donc, une fois que j'ai réglé toutes ces contraintes, j'ai installé une espèce de lit dans lequel le projet, l'esthétique, etc. peuvent venir s'exprimer. Je crée mon terrain de jeu pour de la création. Mais d'abord, il faut régler toutes les contraintes. C'est poser la bonne question et avoir déjà 50% de la réponse. Ensuite, le deuxième sujet, on commence à s'intéresser beaucoup à la ville. D'abord, moi je sais que très souvent, quand je dis je suis architecte, je ne le dis pas très fort. Quand on me dit tu fais quoi dans la vie, je le dis assez vite comme ça, je suis architecte. Et puis très souvent les gens vous disent ouais mais architecte de quoi? Je m'adresse beaucoup aussi à la génération montante parce que c'est vers elle qu'on transmet le plus. Architecte de quoi? Et puis j'ai cette réponse qui me vient d'un de mes parrains dans l'architecture, qui était un de mes profs, qui s'appelait André Ravillard, pied noir, 5e génération, etc., qui disait de la pose de la serrure à l'aménagement du territoire, architecte. Et en réalité, le sujet est le même, que vous teniez un mobilier à dessiner. On dessine tout aujourd'hui, on dessine nos luminaires, nos mobiliers, etc. Il y a des choses qu'on importe parce qu'on ne peut pas les refaire, on ne va pas réinventer le fil à couper le beurre. Mais on s'intéresse beaucoup aussi au fait qu'il faut produire avec ce qu'on a, avec nos ressources. C'est là où Velux va être très intéressant parce que c'est de l'intégration locale. Et donc il faut travailler avec ce qu'on a pour avoir du recul sur ce qu'on a. Et si on doit travailler avec ce qu'on a, et il y a les ressources naturelles elles-mêmes, on va dire les matières, les ressources qu'on peut avoir, mais surtout il y a l'homme, l'humain, qui va être la ressource principale dans la création, dans l'invention d'un modèle. Parce qu'il va nous falloir à un moment donné un modèle d'habitat dans lequel nous allons pouvoir nous-mêmes nous reproduire et puis garantir la conservation de l'espèce. Donc nous construisons beaucoup de choses. Vous voyez, même quand on dessine des hôtels à Janet, dans le Sahara, eh bien on s'imprègne, on va chercher la culture locale, de manière à ce qu'on puisse maintenir ces choses-là. On va faire des choses hybrides, on va utiliser toute la technologie possible, mais on va rester sur des choses sur lesquelles on peut agir. Et donc la réalité, elle va concerner l'habitat. L'habitat au sens grec du terme, c'est-à-dire tout l'environnement qui est autour de nous. Et là, on va se rendre compte, je vais prendre un exemple d'une société très organisée et très hiérarchisée, pour dire que les abeilles construisent des ruches, et elles viennent les accrocher aux arbres. Puis les termites vont construire des galeries, elles vont monter, c'est des ingénieurs en structure presque. Et les fourmis, elles vont creuser pour faire des fourmilières. Chacune va faire l'habitat qui lui est adapté. Mais l'abeille n'a jamais imité la fourmi. Et la termite n'a jamais imité l'abeille.
Chacune va construire selon ses besoins propres. C'est une société qui a mis énormément de temps, les insectes, à évoluer jusqu'à ce point technologique. L'homme qui est au début de son évolution, eh bien, il a commencé par construire aussi une hutte pour se protéger du froid, du chaud, des bêtes. Puis ensuite, il s'est organisé en villages, et puis ces villages ont grandi, sont devenus des villes. Ici, le Yémen, 8000 ans derrière nous, 8 étages en terre. Et puis Ghardaya, développement durable, merci, 3000 ans, fantastique, absolument superbe. Et puis petit à petit, l'homme a commencé à se singulariser, à dire non, finalement, je suis le même. Je suis toujours la répétition du même jusqu'à sombrer. Et puis l'homme s'est mis à construire des ruches. Or, l'homme n'est pas une abeille. L'homme est quelque chose d'extrêmement complexe, avec des cultures profondes. Et c'est là où va intervenir cette discipline qui est récente, qui a à peu près 5 ans ou 6 ans, depuis qu'on a isolé le génome humain, on a compris qu'il y a des traits de caractère, comme ça, qui vont envelopper l'ADN et qui vont se transmettre de génération en génération. Pourquoi les Africains dansent bien? Parce que ça fait 10 000 ans qu'ils dansent, et au bout d'un moment, il y a quelque chose qui s'est entouré. La culture passe à l'intérieur de l'ADN. Pourquoi l'Algérien est très nerveux comme ça? Il faut se poser la question sur 10 000 ou sur 15 000 ans. Et donc, si on veut savoir où on va, il est un moment où on doit se poser la question d'où on vient. Et qu'on regarde l'histoire en face, sans aucun complexe, et se dire qu'est-ce que c'est que ce formidable pays duquel je suis issu, dans lequel je suis né, avec ses 15 000 ans de profondeur historique et culturelle dans son sud, Tombouctou, les plus vieilles bibliothèques du monde, des manuscrits, avec ses 4 ou 5 000 ans, selon les anthropologues, les historiens ou les archéologues, entre 4 et 5 000 ans dans son nord, cette Méditerranée, qui est le berceau le plus puissant, où se sont déroulés le plus grand nombre d'échanges dans l'histoire de l'humanité, à la croisée de la route des épices et de la route de la soie, Icocim, Phéniciens, les premiers États-nations, nous avons apporté l'organisation politique au monde aujourd'hui qui est en train de nous regarder avec un regard d'oppresseur, et nous n'arrivons pas à sortir du regard d'oppressé. Et donc à un moment donné, il va falloir commencer à faire le travail dans sa tête. Et je suis un petit peu tout ça. Je suis un peu de Picasso, je suis un peu de Lamka, je suis un peu de Ibn Khaldoun, je suis un peu de Tamerlan, Timor, je suis un peu de Bayazid, et je suis toutes ces choses en même temps. Mais je suis aussi des ressources, je suis des ressources naturelles. Moi, je réfléchis en termes d'espace, je ne réfléchis pas en termes de frontières, parce que les frontières, ce sont des traits qui ont été dessinés par des puissants pour nous diviser, mais mon espace au nord, c'est l'espace méditerranéen, mon espace au sud, c'est l'espace africain. Et finalement, quand je fais le tour de l'histoire, eh bien, je me rends compte que je suis ce berbère africain, ce vieux berbère africain, judaïsé, christianisé, latinisé, arabisé, islamisé. Passé d'homme libre, c'est mon nom générique, c'est comme ça, à indigène insoumis, surexploité, à nouveau libéré par lui-même, puis encore éconduit par lui-même, sous-étudié, indocile et avide d'irrévérence. Quelle histoire! J'écris en français tout ce que je peux décrire de mon rêve berbère, mais je le fais en arabe. Cette force, il va falloir que j'en fasse quelque chose. Cette diversité possible, il va falloir que j'en fasse quelque chose. Et de me dire, si je sais d'où je viens, eh bien je sais où je vais. Alors la ville, c'est quoi? La ville, c'est un contenant, c'est un bol physique. Et puis nous, la société, le vivant, les hommes, les femmes, les bêtes, les virus, nous sommes le contenu. Et nous sommes liés un peu comme le corps et l'esprit. Nous produisons la ville et elle finit par agir sur nous. Donc nous sommes responsables de tout ce qui se passe. Si la ville, elle tombe malade, eh bien, la société va tomber malade. Si la société est malade, elle ne peut pas produire une ville saine. Et une ville saine ne peut pas porter une société malade. Il va falloir qu'on s'arrange dans cette boucle et qu'on se dise, comment sortir de là? Est-ce qu'on commence par la société? Est-ce qu'on commence par la construction, en sachant que la construction n'est qu'une ingénierie? Et comment produire une vision qui soit un contrat? La ville, c'est d'abord un contrat. Je crois qu'une des plus belles définitions de la ville qui m'a été donnée, elle vient d'un enfant de 11 ou 12 ans.
je donnais une conférence dans un collège pour transmettre, pour partager et puis pour m'enrichir aussi, parce que ce gamin de 12 ans, il arrive, il est hors taxe. Et je pose la question de dire, qui peut me définir ce que c'est que la ville? Et puis ce garçon lève la main et il me dit, la ville, c'est un endroit où des femmes et des hommes acceptent de vivre ensemble. Et j'ai trouvé que c'était la définition la plus compacte que j'ai pu rencontrer. J'en ai fait, je l'ai faite mienne maintenant, c'est du Picasso. Et en réalité, il est en train de dire que la ville, c'est un espace de partage. C'est nous acceptons de vivre ensemble. On accepte. Et donc à partir du moment où on accepte, il faut des règles. Et s'il n'y a pas de règles, eh bien, on va avancer avec un esprit peut-être rural, peut-être urbain, dans une ville qui a des codes particuliers. La ville, c'est le partage. 70% de l'espace urbain, quand vous sortez à l'extérieur, eh bien vous le partagez. Quand vous rentrez au supermarché, quand vous rentrez dans une administration, que vous allez à l'école, que vous allez sur une place, eh bien vous êtes dans un espace de partage. Vous le partagez avec les autres. La campagne, c'est l'inverse. 10% seulement est du partage. Vous avez la ferme, vous avez ensuite la sabhirt, le verger à côté, ou la hauche. Et puis ensuite, vous avez une servitude qui va séparer deux propriétés. Ensuite, vous avez des exploitations qui sont des exploitations agricoles, privées ou publiques. Même si elles sont publiques, elles sont privées de l'État. Donc elles sont privées. Et il va vous rester simplement le bourg comme espace de bourg, c'est-à-dire le centre-ville, le café, la mosquée, l'église ou le temple selon. Et donc vous allez avoir 10% simplement d'espace de partage. Donc la ville, c'est le partage. Mais le monde change et le monde évolue très très vite. Et aujourd'hui, il y a une partie des services de la ville, parce que la ville, c'est un ensemble de services aussi. Hein, une définition anglaise qui dit, pour parler de la ville, qui dit je le veux, je l'ai. I want it, I got it. Ce qui veut dire que quand tu es en ville, si tu veux quelque chose, eh bien tu l'obtiens parce que tu as tous les services qui sont là. Quand tu es à la campagne, si tu cherches quelque chose, il faut que tu ailles à la ville. Et donc cette histoire que je vais vous raconter, qui a l'avantage d'être vraie, un soir, je rentre chez moi, je suis avec ma fille aînée, et puis on rentre, on est en hiver à Alger, vers 11h le soir, et puis elle va dans sa chambre, et puis pendant 40 minutes, elle fait sa vie. Et puis, à un moment, il y a sa maman qui était absente, qui m'appelle, et qui me dit « Que fait Leïla ?» J'ai dit « Je sais pas, 40 minutes, elle est rentrée dans sa chambre, je vais, je toque, elle m'autorise à rentrer, je rentre. Je la trouve dans ses habits de sortie, il était en plein hiver, donc manteau, bottes, etc., allongée sur son lit, avec un laptop, une tablette, un téléphone, connecté de partout. J'ai dit, Leïla, qu'est-ce que tu fais? Et elle me dit, ben, je viens de m'acheter des chaussures, je suis en train de réviser mon cours avec mon binôme, je regarde une série et je chatte avec 4 copines. Donc je suis ressorti, j'ai fermé la porte, j'ai repris sa mère. Je lui ai dit, écoute, on est rentré il y a 40 minutes, mais apparemment elle est ressortie. Et effectivement, elle est ressortie. Elle a été à l'université, elle a fait du shopping, elle a pris un café avec des copines, et puis elle été au cinéma. Voilà. Et donc il y a une ville parallèle qui est en train de se dresser, comme ça, qui est en train d'emprunter les services de la ville physique, et qui est en train de les rentrer dans un monde qu'on dit virtuel, qui est en train de numériser tout ça, qui est en train d'augmenter des réalités, de réduire des réalités, mais en tout cas, il y a un certain nombre de services qui sont en train de quitter l'espace physique. Et ça, il faut l'observer, parce que petit à petit, on est en train d'opérer un glissement. Et la question qu'il faudra se poser, parce que le monde avance très très vite et de manière exponentielle, c'est qu'est-ce qu'il va rester de la ville physique et de quoi allons-nous nous occuper, et qu'est-ce que nous allons transférer à la ville dite numérique ou dite virtuelle. Alors, grande question. Pour ça, il faut se dire quand même qu'il y a aujourd'hui un phénomène dans le monde qui est en train de grandir, de grossir. C'est le phénomène de la transhumance. D'ici une quinzaine ou une vingtaine d'années, nous achèverons quelque chose comme 800 millions de personnes qui ont déjà entamé une marche, partout en Afrique,
d'autres centaines de millions en Asie mineure, en Asie du Sud-Est, un peu en Amérique du Sud. Mais sur l'Afrique seulement, vous avez 800 millions de personnes qui sont en train de quitter la misère des campagnes en cherchant un hypothétique Eldorado dans les villes. Ils pensent que les villes vont tout leur apporter, évidemment, ils sont connectés, et puis ils regardent qu'il y a la lumière dans les villes. Et ils cherchent à aller à la lumière, ils ne cherchent pas autre chose. Le problème, c'est que nous n'avons que ça aujourd'hui pour les accueillir. Nous n'avons qu'un modèle qui est une ruche, qui est faite pour des abeilles, mais dans laquelle on met des êtres humains. Donc quelque chose qui ne fonctionne pas et qui n'est pas adapté. C'est un phénomène mondial, hein, la question du logement et la question des transhumances, parce que jamais on n'a vu des déplacements aussi importants. Ce que vous voyez arriver en Europe n'est qu'une petite partie. C'est-à-dire la très grosse partie, les 85-90% se déroulent intra-Afrique. Et s'ils bougent, ils veulent aller chercher le feu qu'on leur a pris. Ils veulent venir le partager. Ils viennent chercher la lumière, ils viennent chercher la connaissance, ils viennent chercher l'égalité. C'est ça qu'il faut se mettre dans la tête. Donc nous ne pouvons pas, il y a des lois aujourd'hui en Afrique, je travaille beaucoup sur des espaces africains, il y a des lois qu'on appelle les lois du déguerpissement, faire déguerpir les gens qui arrivent vers les villes. Nous ne pouvons plus. Nous allons devoir construire des villes, construire des modèles d'établissement humain qui soient adaptés, et donc d'où nous allons partir. Alors essayons de faire une petite rétrospective. Revenons entre 300 000 ans et 100 000 ans. Je vais dire, on va revenir par correction chez Sapiens. Je n'ai pas envie de revenir avant, parce qu'on va me poser d'autres problèmes. Homo sapiens. Donc un personnage social qui commence à se structurer en clan. Il vit à entre 300 000 ans et 100 000 ans. Et Sapiens va être il n'est pas un sédentaire, c'est un nomade. Il va être pêcheur, il va être chasseur, cueilleur. Il se déplace en clan de 30 à 40 personnes. Et souvent, il ne vit pas longtemps. Il vit 30 ans, Sapiens. Et puis, les femmes vont vivre 35 à 40 ans, toujours plus résilientes, toujours plus dures au mal, depuis toujours. Il faut vraiment le considérer, ça, et se le mettre dans la tête. Et puis Sapiens va être en transhumance, il va, au gré des saisons, il va bouger pour aller chercher des nouveaux territoires de chasse, des nouveaux territoires de cueillette. Il s'organise, il se structure, il l'apprend petit à petit. Il n'y a pas d'accélération dans son évolution, il a une évolution naturelle. Jusqu'à ce qu'il y a quelque chose comme 12 000 ans, entre le Tigre et l'Euphrate, au berceau de l'humanité, on va inventer l'agriculture, on va commencer à cultiver des céréales. Et donc quand on invente l'agriculture, on va inventer quelque part l'économie, et puis la terre va appartenir à ceux qui la travaillent, donc naît la notion de droit, et donc les premiers conflits de l'humanité, et puis il va se sédentariser, il va se poser, il va commencer à faire de l'élevage, il va construire des huttes. Ces huttes vont devenir effectivement des villages. Ces villages vont devenir des villes, il se sociabilise, il apprend la technique, il commence à partager. C'est la seule espèce vivante qui partage son information et son expérience. Et puis ensuite, vous allez retrouver comme ça, toute l'histoire va aller de manière sans accélération, jusqu'à la moitié du XVIIIe siècle. Donc les toutes dernières pages de l'histoire de l'humanité, on va découvrir une énergie nouvelle qui est le charbon. Le charbon va donner le feu. Le feu et l'eau vont donner la pression va donner le piston, et le piston va donner la locomotive, qui va pouvoir tirer un train. Et puis dès lors qu'il y a le train, c'est bon. Les distances entre les villes commencent à se raccourcir, ça veut dire que l'information passe beaucoup plus vite, et beaucoup plus d'informations. Aujourd'hui, on appelle ça le data. Mais c'est l'information, y compris les génomes humains vont pouvoir passer là-dedans. Il faudra attendre une deuxième accélération au milieu du 19e siècle pour qu'une énergie nouvelle encore, le pétrole, va donner le moteur à explosion. Et donc nous sommes véritablement dans une nouvelle ère. C'est l'ère de la sidérurgie, c'est l'avènement de l'électricité. Très très vite, ça va aller très vite cette accélération. En 50 ans, tout va se passer. Ce sont les télécommunications, le téléphone, ça y est, je peux joindre n'importe qui à l'autre bout de la planète instantanément, c'est quelque chose de révolutionnaire. Ensuite, la voiture, qui est un petit peu la locomotive personnelle, qui va étendre les villes dans ses distances, en largeur, en hauteur, et ensuite l'électricité qui va permettre l'ascenseur, qui va faire étendre les villes vers le haut. Et pour la première fois, l'homme va plus vite que la bête, il va plus vite que n'importe quel animal. Et au début du XXe siècle, il va voler. Et il va voler plus vite qu'un aigle et plus vite qu'un épervier. Et on est dans une troisième accélération quand on
on passe au nucléaire civil en 69, eh ben c'est tout de suite la pile atomique, on commence à réduire le feu, un feu très intense dans des choses très petites, c'est le transistor, c'est la carte à puce, c'est les télécommunications, la télévision qui arrive, mais la télévision c'est quelque chose d'unilatéral, hein, on vous bourre d'un côté, l'ordinateur personnel, auquel pour se connecter, eh ben, il fallait un modem de chaque côté, donc une requête, jusqu'à l'ère que nous vivons aujourd'hui, qui est probablement la plus grande transformation dans l'histoire de l'humanité, c'est l'ère de l'Internet, qui, elle, ne va pas se baser sur une énergie nouvelle, mais sur un phénomène technologique nouveau qui est la numérisation. Je peux numériser tout ce qui m'entoure, et puis le rentrer dans un monde, ce monde qui est en train de devenir un peu ma ville aussi. Et puis cette réalité, je vais pouvoir l'augmenter ou la réduire. Je peux sur Internet éliminer la notion de temps. Un clic, je suis au Guggenheim à New York en train de visiter la dernière exposition avec un masque ou un écran virtuel dans mes yeux. Les distances n'existent plus, le temps n'existe plus. Ça, c'est une réalité augmentée, mes lunettes. Ici, je ne vous vois pas. Et puis dès que je fais ça, j'augmente ma réalité et je me rends compte que vous êtes vous. Donc c'est non seulement la vision, mais aussi l'interprétation de ma vision. Je peux vous compter et donc je peux mieux fonctionner dans mon esprit. Et donc ce phénomène, qui est la numérisation, est en train de nous emmener dans des villes, des nouvelles villes, qui n'ont rien à voir avec les smart cities. Hein. Si vous tapez smart cities sur Google, et je vous demanderai de faire quand vous voulez l'expérience, et que vous mettez image, eh bien vous allez, dites-moi si vous trouvez un être humain. Et pour moi, une ville sans être humain, sans société, ce n'est pas une ville. Hein, c'est juste une structure qui est posée ici. Donc si vous tapez Smart Cities et que vous faites image sur Google, vous n'allez pas trouver d'être humain, vous n'allez trouver que des dessins, que des villes, que des bâtiments, etc. Or la ville, c'est autre chose. Et donc dans ce monde virtuel numérique, nouveau, vous avez aussi une face cachée. Vous avez le dark web. Et donc c'est une véritable copie de la ville physique qui est passée de l'autre côté. Nous avons tous des adresses. Nous avons tous des adresses IP, donc, comme nous avons des adresses à la maison. Nous avons des canaux dans lesquels nous pouvons aller. Ils sont gratuits. Vous avez des canaux qui sont payants. Il y a des films, si vous voulez aller en VOD, eh bien vous payez. Il y a des sites et des conférences que vous payez pour venir. Ce n'est pas offert toujours par Belux, c'est ça le... Et donc, de cet adressage, qui est un calcage de la ville physique, il faut qu'on arrive à comprendre quelle est la part du bon, quelle est la part du mauvais là-dedans, comment toute chose. Et donc vous avez aussi ce dark web, vous pouvez faire des choses un peu illicites, illégales, en attendant peut-être qu'elles deviennent légales. C'est un phénomène d'époque. Mais ce qui est certain, c'est que la génération qui vient n'a plus rien à voir avec nous. Cognitivement, c'est pas la même. Elle peut se concentrer sur 10 sujets en 1 minute, elle ne peut pas se concentrer pendant 10 heures sur un sujet. C'est ce qui fait véritablement la grande différence. Et donc ici, je voudrais montrer un exemple qui est très très intéressant de contrat social. La ville, s'il n'y a pas de contrat, personne ne peut te vendre ton bonheur sans te faire participer, très important la participation, et sans te demander ton avis. C'est très complexe parce que ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne comme ça mécaniquement, mais ça ne fonctionne pas dans l'ensemble. Et donc, il y a eu à Gherdaya, il y a une quinzaine d'années, une opération ADL qui est programmée par la centrale. On va faire 1000 logements. Et puis ça arrive à Gherdaya, on prépare les entreprises chinoises, turques, égyptiennes, que sais-je, pour monter ces choses qui sont voilà, innommables. Pour moi, elles sont innommables. Faire juste des logements et mettre les gens au-dessus, les uns au-dessus de l'autre, ça participe du carcéral. D'ailleurs, le langage, c'est un langage carcéral, celui des HLM, pour ne pas citer d'autres acronymes. C'est-à-dire qu'on vous dit, tu habites un bloc, et puis tu passes par une cage d'escalier pour aller dans ta cellule. Et donc c'est terrible, et tu ne peux plus décrire ton habitat. Tu es le numéro 5480 de la cité des 10 800 logements. Et tu habites au carrefour des 12 salopards. Donc vous imaginez un petit peu, dans l'esprit des gens, je ne peux pas décrire. La termite, elle peut décrire son habitat. Elle dit, moi je construis des galeries, puis je les mets en structure, et puis j'arrive à monter, parce que je place ma reine au milieu, et j'ai des conduits d'aération, j'emmène l'air neuf par ici. Ce sont des centaines
peut-être c'est 1 million d'années d'évolution, l'insecte. Et nous sommes en train de faire tout à fait l'inverse en considérant que nous sommes tous les mêmes et qu'un logement que je pose à Taipei, à Rio, à Dakar ou à Tizi Ouzou, eh ben, il peut être le même parce que l'homme aurait les mêmes besoins. L'homme n'a pas les mêmes besoins d'un endroit à un autre. La culture, c'est quelque chose de très important. Elle passe dans nos gènes. Il faut qu'on réapprenne à s'adapter. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé à Ghardaïa? Il s'est passé que cette opération de 1000 logements est arrivée et puis les gars, ils ont dit stop. Nous, on ne marche pas comme ça. Nous, on est obligé de faire une espèce de judgment. Ce n'est pas l'architecte qui décide de la vision, c'est la société qui décide. L'architecte, finalement, ne va être que l'applicateur d'une vision dans un domaine qui est un domaine, on va dire, technique, un peu philosophique. Et donc, ils vont choisir un site et ils vont créer Xartafilet. Je salue mon confrère Bakili pour ce travail. Et en fait, on va écrire une charte. Et on va dire, par exemple, on ne dépasse pas 7,20 m pour des histoires de soleil et des histoires de vis-à-vis. On va dire que tout le monde va participer aux travaux de ramassage d'ordures, qu'on va faire du tri sélectif, parce qu'on va créer une ménagerie, on va nourrir les bêtes avec les matières organiques, qu'il va y avoir une gestion de l'eau. J'ai pas besoin de dans la vie. C'est un modèle qui leur est propre, c'est pas le modèle que je choisirais pour habiter moi. Moi, je rechercherais mes semblables, aussi pour habiter dans le cadre d'un contrat. Et donc, si vous n'avez pas un contrat, c'est que vous êtes soumis à un contrat léonien. C'est-à-dire, un contrat léonien, c'est quand deux parties ne sont pas égalitaires dans le contrat. Il y en a une qui subit, et puis il y en a une qui impose. Il y en a une qui oppresse, et l'autre qui est opprimée. Et donc, finalement, on a trouvé un modèle qui fonctionnait avec la société mozabite telle qu'elle l'a voulu. Et elle a fait participer tout le monde, et elle a tout fait pour rester écologique. Il y a eu un prix à la COP 17, je crois, ou la COP 18, il y a eu un prix, mais beaucoup n'en parlent pas. Alors on se dit, qu'est-ce qu'il faut finalement pour faire une ville? Eh bien, il faut les 5 éléments. On ne bougera jamais des 5 éléments. Il faut de la route avec la terre. Les Romains ont bâti un empire avec la Via Romana et l'aqueduc. Et nous avons développé l'Algérie avec la Transsaharienne, qui était une décision extraordinaire à l'époque. Il faut la terre nourricière, parce que si vous n'avez pas de quoi vous nourrir et que vous allez chercher ailleurs, ben vous avez flingué votre environnement. Et donc, il faut la terre, c'est la terre qui porte. Il faut le feu, et nous sommes dans un pays où nous avons le feu le moins cher du monde, et le feu doit être utilisé pour l'industrie, parce que l'économie, c'est l'énergie transformée, basta. Si je vends mon feu, je n'ai pas fait d'économie. Si mon feu, je le transforme en industrie, à ce moment-là, j'ai gagné. Et puis ensuite, l'eau. Vous savez qu'on a la plus grande réserve d'eau douce souterraine du monde. Et l'eau, c'est la vie. Vous n'avez pas l'eau, vous n'avez rien. Même Dieu est d'accord avec ça. Et puis vous avez l'élément le plus important, la ressource humaine. Et cet élément, eh bien c'est vous. Et je m'adresse beaucoup à la prochaine génération. C'est entre vos mains maintenant. Je vous remercie et je vous rends la parole.